Virtual Nation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Tiffaine Amblard de chez HubSpot. J'ai toujours beaucoup de plaisir à recevoir des HubSpotters parce qu'en général, il y a énormément de choses. Et puis, j'ai l'impression que c'est un peu la famille, en fait. Donc, Tiffaine, est-ce que tu peux te présenter et nous parler peut-être un petit peu rapidement de ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui? Oui, bien sûr. Merci en tout cas, Karim, pour l'invitation. C'est aussi un plaisir de participer à ton podcast. Alors, pour te donner un petit peu plus de contexte, moi, j'ai commencé à travailler dans l'univers tech juste après mon master. Et en fait, j'étais déjà en Irlande, à Dublin. Et j'ai eu la chance, en fait, de trouver mon premier emploi au sein d'un grand groupe tech américain. Et à l'époque, j'étais en fait en sales et surtout en ce qu'on appelle du business development. Donc, c'est le support, on va dire, des sales. Donc, ta mission principale, c'est de faire de la prospection, de développer de nouveaux comptes. Et moi, j'étais sur des comptes enterprise, donc des gros comptes français. Et puis, ce qui était intéressant à cette époque-là, c'est que quand j'ai rejoint cette société, on était en pleine transition du on-premise au cloud. D'accord. Donc, on a eu, On-premise, juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros, ils passaient de logiciels installés sur leur propre serveur à une formule cloud par abonnement, quoi. C'est c'est ça. ça, Ouais. de l'intranet versus du cloud hébergé sur des serveurs en Europe notamment. Donc, c'était assez intéressant et je pense que ça va nous amener à pas mal de discussions sur ce sujet durant le podcast, mais l'intérêt de la digitalisation et d'en apprendre de toi, de te former toi-même, mais aussi de former tes interlocuteurs, Mm. étant donné que là, moi, mes interlocuteurs, c'était des DSI, donc qui avaient travaillé depuis des années sur de l'intranet et arrivaient petites jeunes, entre guillemets, pour leur apprendre le fonctionnement du cloud et pourquoi est-ce qu'ils devraient finalement tout transférer de leur intranet sur du cloud. C'était intéressant. D'accord. Donc, en fait, peut-être qu'avant qu'on rentre dans la partie conduite un peu du changement, ça m'intéresse beaucoup, effectivement. Et encore beaucoup de boîtes qui sont sur du on-premise pour des bonnes ou peut-être des moins bonnes raisons. Mais il y a encore, moi, je rencontre encore beaucoup d'entreprises industrielles qui ne sont pas encore passées au cloud. Donc, tu étais sales, tu étais bizdev. Est-ce que tu peux nous. Donc, le rôle d'un bizdev, en gros, c'est de prospecter, c'est de prendre des rendez-vous pour un sales un peu plus senior. Donc, on peut dire que tu étais dans le dur, quoi. C'est quoi ton. Moi, il y a deux aspects qui m'intéressent. C'est quoi ce que tu retiens de cette période de ta carrière en tant que bizdev dans une grande boîte de la tech, à démarcher des boîtes elles-mêmes qui sont d'une certaine taille. Qu'est-ce que tu en as retenu? C'était quoi pour toi le principal enseignement de cette période? La résilience. Et, Ça vient de loin, on dirait. Pourquoi? Alors explique-nous ça, la résilience. la résilience. Alors, je vais même te donner même plus de détails à ce propos. Il y a une personne, un sales très senior, qui m'avait donné un très bon conseil à l'époque, que j'essaye d'appliquer même aujourd'hui, alors que je suis sur un type de poste différent. On y reviendra tout à l'heure. Il m'avait dit, les Tiffen, conseils pour toute ta vie, il faut absolument que tu sois résiliente, que tu aies une bonne attitude et que tu sois un travailleur, que tu n'aies pas peur d'y aller et d'y aller à la sueur de ton front si besoin. Donc, pourquoi résilience? Parce que c'est un travail qui est assez complexe, surtout en début de carrière. Et en général, s'il y a des personnes qui travaillent en sales, qui nous écoutent, c'est un petit peu le plan de carrière, je dirais, général qu'on a. On débute en business development, ensuite on passe en sales, donc compte exécutif, ou alors de le compte management, pour ensuite faire des comptes enterprise. Et pour moi, c'est essentiel en fait de passer par la case BizDev parce que c'est très difficile, mais à la fois c'est très très formateur. Ça t'apprend évidemment à y aller, à prendre ton téléphone et puis démarcher. Et puis, ce qui était aussi intéressant, donc c'était en 2016, c'était que c'était aussi le début du social selling. Donc, on passait de j'ai ma liste de comptes avec des numéros de téléphone et des contacts à joindre à comment finalement essayer de me faire connaître autrement qu'en faisant de la prospection téléphonique. D'accord. Donc, tu commençais à utiliser LinkedIn, Twitter, Facebook, enfin, les réseaux sociaux pour essayer d'approcher les DSI
que tu avais dans le viseur, quoi. Et en fait, par la suite, j'ai rejoint une autre société américaine, toujours en tech. Et cette fois-ci, j'étais account executive, donc sales, où justement, le social selling, c'était un petit peu le cœur de métier de cette société. Et justement, pour moi, ça a été un vrai sujet à ce moment-là de comprendre en fait qu'il y avait que le sales finalement avait pivoté du entre guillemets old school, je prends mon téléphone et je prospecte, au finalement non, il faut aussi qu'on donne envie aux gens de venir, et ce qui est finalement du inbound selling, des sujets que HubSpot traite aujourd'hui. Alors, c'est peut-être une question naze, hein, tu me le dis si c'est le cas, mais est-ce que tu es dans la tech, tu es jeune, en plus tu es une fille, est-ce que tu as senti une différence? Est-ce que c'est quelque chose, tu as dû te challenger plus? Encore une fois, c'est peut-être une question de de vieux mâle, donc n'hésite pas à me le dire, mais ça m'intéresse de savoir ça parce que je me mets à la place, enfin, surtout déjà quand on est jeune, d'arriver dans des contextes où on fait de la vente enterprise, qu'on doit aller démarcher des gens qui peut-être ont un peu plus de bouteilles, des DSI sur des grands comptes. Ça ne doit pas être simple. Voilà, je suis passé par là à une certaine époque et je me souviens que ce n'était pas simple. Quand on est une fille, encore plus. Comment, c'est quoi le regard que tu portes peut-être sur ces années sales en tant que fille dans la tech, dans les sales en plus? C'est une bonne question et je te remercie de la poser parce que finalement, c'est un petit peu, c'est un sujet qui est là et finalement, c'est important d'en parler parce que c'est véridique. Après, je pense que c'est aussi le cas dans un environnement francophone. Encore une fois, je travaille dans des sociétés américaines, donc on avait un management à l'américaine, mais en effet, mon territoire, c'était en France. Et c'est vrai qu'être jeune et d'être une femme, ça a ses avantages et ses inconvénients, je dirais. Je ne te cache pas que ça m'est arrivé d'arriver en rendez-vous client en France et de voir à la tête de mon interlocuteur qu'il s'attendait à ce qu'il y ait s'attendait qu'il y ait quelqu'un d'un peu qui est un peu plus âgé peut-être. Exactement, qu'elle est arrivée par exemple. Bon, en plus, j'ai l'air un peu, ça se voit que je suis jeune. Mais pour moi, je n'ai jamais voulu que ce soit un problème ou un sujet, même s'il existe. Au contraire, pour moi, vu que c'est entre guillemets un petit peu plus compliqué, je pense, à avoir de la légitimité ou être respecté. Je mets des guillemets pour ça, entre guillemets. Mais c'est vrai, en fait, je trouve que ça donne finalement même un peu plus de personnalité et même un petit peu plus d'impact parce qu'au final, les gens sont parfois agréablement surpris d'être en face de quelqu'un qui est, oui, en effet jeune, qui est une femme dans la tech, même si aujourd'hui les choses évoluent et heureusement. Mais en effet, ça a été, et je pense que ça a été surtout compliqué au début. Encore une fois, j'ai été ravie de rejoindre ce grand groupe américain parce que en termes de formation, en termes de training, c'était une bonne école. C'était une super école. J'avais aussi mes collègues étaient super. Hein. J'avais pas mal de personnes plus seniors autour de moi qui me coachaient, et notamment mon manager à l'époque qui était aussi une jeune femme. Qui m'en avait parlé, qui m'avait dit ça c'est pas un sujet, ça ne doit jamais arriver sur la table. On a tendance à avoir ce petit syndrome de l'imposteur. Je pense que c'est pour ça que je te pose un peu la question parce que j'imagine en fait qu'on peut l'avoir facilement. Moi, à d'autres niveaux, j'ai pu connaître ça aussi dans d'autres contextes. Voilà, enfant d'immigrés. Moi, j'aime pas pleurer sur mon sort, mais c'est clair que tu arrives dans certains milieux, il y a une certaine uniformité. Moi, j'appelle ça le syndrome du TGV, 6 heures du matin. Tu sais, nous, on est à Valence. Et en fait, quand tu prends le TGV pour aller à Paris, notamment quand tu prends le TGV du matin à 6 heures, c'est des hommes blancs d'une cinquantaine d'années, tous avec le même costume. Je caricature parce que c'est certainement aussi beaucoup de gens tout à fait respectables. Mais tu sens que du coup, il y a un autre monde. Et parfois, tu peux détonner là-dedans, que ce soit en tant que femme, en tant que jeune, en tant que minorité visible. C'est un sujet d'actualité en ce moment, malheureusement, on le voit. Je connais, j'imagine bien ce syndrome de l'imposteur. Tout à fait. Après, encore une fois, pour moi, il faut en faire une force. Parce que c'est ce que tu disais, la résilience et la persévérance, le travail doivent te permettre aussi de mettre ça de côté. C'est ça. Tu n'as rien à prouver, quoi. C'est ça, il ne faut jamais se dire j'arrive en rendez-vous client et il va falloir que je me justifie entre guillemets d'être là, ou il faut absolument que je demande à mon manager de venir avec moi pour me donner un peu plus de prestance. Non,
Tu y Si, vas. ouais, moi, ce que je me suis toujours dit, c'est si on m'a recruté et que je fais du bon travail, c'est pour des raisons qui sont autres que mon genre ou là d'où je viens ou à Exactement. quoi je ressemble. Et du coup, donc, tu as été à bonne école parce que ces entreprises américaines, alors, on peut dire ce qu'on veut sur les Américains, mais on ne leur apprendra pas à faire du business. Moi, c'est quelque chose que que j'aime bien dire parce que je suis toujours scotché par la façon dont ils approchent les choses. Après, encore une fois, nous, en France, on a tendance un peu à aller, à pas forcément toujours d'accord sur la façon de faire, mais moi, je vois comment HubSpot vend, comment toutes ces entreprises de la tech américaine vendent et comment elles développent leur business. Et je trouve que c'est vraiment, plutôt que de critiquer, on devrait parfois s'en inspirer. Et justement, qu'est-ce que tu as appris de ces grosses boîtes américaines de la tech? En plus, tu étais sur des boîtes qui sont assez respectables, et aujourd'hui, tu es chez HubSpot. Qu'est-ce que tu apprends en termes de sales, de pratique sales? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, comme recommandation à toi 5 ou 6 ans plus tôt ou 10 ans plus tôt quand tu démarrais ta carrière? The sky's the limit. Non, C'est beau. non, mais c'est vrai. C'est parce que j'ai l'impression qu'en France, on a tendance à, enfin, on a tendance, oui, on aime bien se plaindre, parfois être un peu défaitiste. Et moi, ce que j'adore avec ces entreprises américaines, c'est qu'ils ont une attitude, et j'en reviens à ce conseil qu'on m'avait donné à l'époque quand j'avais commencé à travailler enfin, dans mon premier job. L'attitude, c'est la clé. Et moi, je suis complètement d'accord. Être positive, avoir une attitude positive, ça t'ouvre énormément de portes. Ça te permet aussi de générer, je trouve, de meilleurs résultats, pour sûr. Et au final, bah, c'est ce que j'essaie de m'appliquer encore aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire pour l'intégralité de ma carrière. C'est vraiment de me dire qu'au final, les seules limites que tu as, c'est celles que tu te donnes. Et enfin, je veux dire, pourquoi ne pas essayer? Au pire des cas, ce sera non. Si tu n'essayes pas, ce sera non dans tous les cas. Ok. Alors, du coup, tu as fait quelques années dans les sales. Combien de temps? Donc, du coup, en tant que bizdev, puis à compte exécutif. Donc, tu as gravi un petit peu les échelons comment dire, de la chaîne alimentaire, Commercial. de la chaîne alimentaire du commercial. Tu t'es commencé à te retrouver un peu plus haut. Tu n'étais plus un petit poisson, entre guillemets. À compte exécutif, tu gères des grands comptes. Là, on est sur une relation avec le client aussi qui est peut-être plus prescriptive, plus consultative aussi, par Ouais, rapport à du bizdev où tu fais beaucoup de volume quelque part pour. c'est ça. Dans- Alors, quand j'étais au compte exécutif, je suis passée, donc j'étais BizDev sur des comptes enterprise, et quand je suis passée en compte exécutif, je suis passée sur des comptes SMB, donc des PME et des ETI, D'accord. beaucoup de startups également, sur la région Île-de-France et tout l'Est de la France. Ce qui était aussi super intéressant à mon sens, parce que les échanges que tu as avec des PME et des startups sont complètement différents que les échanges que tu vas avoir avec des énormes groupes. Et là, Euh, tes interlocuteurs, c'était qui? C'était dans ces PME, c'était le dirigeant directement ou là encore, tu avais affaire à des équipes de DSI? Tu avais toute l'équipe dirigeante là, dans ce Ça, cas-là? dé- ça dépendait vraiment de la taille de l'entreprise. Donc, techniquement, oui, sur des startups, etc., mon but, c'était quand même d'échanger avec le dirigeant parce qu'en termes de processus de décision, dans tous les cas, c'est cette personne qui va être décisionnaire au terme de l'échange commercial. Après, c'était des entreprises qui étaient un peu plus grandes. J'ai changé d'environnement. Donc là, mes interlocuteurs, c'était plutôt des personnes des ressources humaines ou du marketing. D'accord. Donc, mes trois personas, c'était le PDG, la DRH ou le DRH et le ou la responsable marketing. Donc, tu étais dans la tech, tu vendais en tout cas des solutions tech à des PME et des startups de tout secteur, j'imagine, ou c'était des entreprises de la tech aussi, Tout tout secteur. secteur Alors, confondu. D'accord. dans l'est de la France, j'avais pas mal d'industries Ouais, assez j'imagine. intéressantes. Et puis sur Paris, oui, plutôt des cabinets de conseil, des SS2I, etc. Et du coup, des ventes complexes, donc avec plusieurs interlocuteurs, des cycles de vente peut-être qui peuvent être un petit peu longs, beaucoup de gens à convaincre, ou en tout cas beaucoup d'évangélisation, entre guillemets, à faire en interne. Mhm. On a eu là, de ces 3-4 derniers mois, il s'est passé des trucs un peu, un peu chelous, quoi. On s'est retrouvés tous à la maison. Juste avant la crise du Covid, juste avant le confinement et tout ce qui nous est arrivé là, ces derniers mois, je me rappelle d'avoir discuté avec des équipes commerciales et notamment un commercial qui m'avait dit, moi, je dois rencontrer les gens. Ça paraissait complètement impossible de vendre à distance. J'ai même la veille du confinement rencontré une équipe commerciale qui devait prendre l'avion pour aller à Las Vegas pour un salon industriel et ils ne concevaient pas de vendre différemment. Entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. Euh,
Est-ce qu'on peut vendre, à ton avis, des solutions complexes comme celle de l'industrie? Est-ce qu'on peut travailler à distance? C'est quoi le regard que tu portes sur la crise là, qui vient de nous arriver, sur l'évolution aussi des mentalités par rapport à ça? Qu'est-ce que vous en pensez chez HubSpot? Et toi en particulier, par rapport à ton vécu, tu as dû travailler beaucoup à distance. Là, tu étais aussi à distance. Tu avais un petit peu l'habitude par rapport à mes clients habituels ou par rapport à des gens dans l'industrie. Euh, Qu'est-ce que tu penses que vont devenir la profession de commercial après le Covid, en fait? Comment tu vois les choses? C'est une très bonne question et je pense que j'ai plusieurs avis sur le sujet. D'un côté, sur des ventes complexes avec un panier qui est très élevé, on n'enlèvera pas que la relation humaine et le contact, en tout cas en vrai, hein, dans une même pièce, il est important. Cela dit, depuis le Covid, mais même avant, par exemple, quand j'étais donc commerciale, moi j'essayais constamment de mettre la caméra en marche pour qu'on puisse se voir. Et alors peut-être que c'est bête, mais typiquement j'avais fait un A/B testing. Donc au début, quand j'avais commencé, je n'étais pas très à l'aise avec cet exercice-là. Donc souvent c'était simplement au téléphone avec partage d'écran. Et quand j'ai commencé à mettre en place ces appels en visioconférence, et ben, j'ai eu une augmentation de mon panier moyen et le nombre de contrats que j'avais signés, tout simplement parce que il y a cette espèce d'échange, même si on n'est pas dans la même pièce, on se voit. Euh, on voit, tu sais, tu peux voir si la personne elle t'a perdu, par exemple, ou s'ils sont en train de regarder leur mail ou de répondre au téléphone. Alors que si tu es au téléphone, tu peux pas savoir ce qu'ils font. Ça se trouve, ils t'ont mis en mute et ils sont en train de faire autre chose. Donc, je pense que le métier de commercial, il est en train de pivoter. Notamment depuis le Covid. Et puis là, on est en train d'utiliser un logiciel de vidéoconférence qui sont en train eux aussi d'exploser en ce moment. Je pense que ça nous apprend ça aussi, qu'on n'a plus finalement besoin de se voir en face à face, mais de se voir toujours, bien sûr. Mais par vidéoconférence, ça fonctionne aussi très bien. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question sur HubSpot, HubSpot, ils ont une très très bonne vision, par exemple, du travail en remote, donc que tu n'aies finalement pas de bureau, que tu puisses travailler entre guillemets, là où tu es en vie. Moi, par exemple, dans mon équipe, donc toute mon équipe est basée à Boston, je suis la seule de mon équipe à Berlin. Euh, et ça ne nous empêche pas de travailler très très bien les uns avec les autres, d'être assez proches les uns des autres. On essaye de se voir une fois dans l'année. Depuis le Covid, à mon avis, on ne va pas se revoir avant un petit moment. Tu vas voir, ouais. Ouais, malheureusement. Je trouve ça vraiment assez remarquable de la part de HubSpot parce que même avant la crise du Covid, HubSpot avait déjà cette politique vous pouvez travailler entre guillemets de là où vous voulez. C'est pas un problème. En soi, travailler de chez vous et travailler en dehors d'un bureau HubSpot, ça ne fait pas de vous un moins bon employé ou vous n'allez pas faire du moins bon travail. Et ce qui est intéressant aussi, je pense, par rapport à ça, c'est que en fait, il y a beaucoup de commerciaux qui se sont retrouvés chez eux, mais qui ont été en fait énormément, beaucoup plus productifs qu'avant, parce que tu devais te déplacer. Je sais pas, moi, je suis commercial et je suis responsable de la zone Mid-Est, au Middle Est. Je dois me déplacer au Moyen-Orient, prendre un avion, me séparer de ma famille, partir plusieurs jours. J'ai du trajet, j'ai du décalage horaire, j'ai de la fatigue. Mm. Et puis sur place, aussi beaucoup de perte de temps. Là, on est en télétravail, je peux enchaîner les réunions. D'ailleurs, c'était même, moi, j'ai mis toute l'équipe aussi en télétravail comme tout le monde. Il n'y a rien de particulier à l'avoir fait, on n'avait pas le choix. Mais du coup, ma problématique, moi, de dirigeant, c'était plus de mettre la hola pour qu'ils arrivent aussi à déconnecter et à faire en sorte qu'ils ne passent pas non plus trop de temps à travailler, qu'ils puissent couper. Et je pense que le problème, il est plus là. Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, on peut vendre à distance. Je discutais avec un client qui est vraiment la petite PME industrielle très traditionnelle. En fait, ils ont fait un mois de mai qui était juste exceptionnel. En fait, le mois d'avril et le mois de mai étaient exceptionnels en termes de vente. C'est une boîte qui vend à l'international. Jusqu'à maintenant, ils se déplaçaient énormément pour aller voir les distributeurs locaux. Le fait d'être bloqué à la maison, les commerciaux, en fait, ont vendu beaucoup plus, alors qu'ils étaient en temps partiel. C'est-à-dire qu'ils étaient à mi-temps. Donc, bon, ça peut poser deux questions. Est-ce qu'ils bossaient vraiment avant? A priori, oui, mais parce qu'ils se déplaçaient énormément, en fait. Et donc, du coup, en termes de productivité aussi, évidemment, tu y gagnes, là, en fait, le fait d'avoir les gens qui ne bougent pas et qui restent à la maison. Et puis après, sur l'aspect humain, moi, je suis convaincu, ça fait maintenant 5 ans moi, que je vends en distance, avec des paniers moyens parfois qui peuvent dépasser les 100 000 euros, des ventes qui peuvent durer très longtemps. Et ce que tu disais, c'est vrai, en fait, on a vraiment de la confiance qui peut se créer par visio.
D'ailleurs, HubSpot, vous m'avez signé, en tout cas, je suis devenu client d'HubSpot à distance. À l'époque, les deux premiers commerciaux, Jules enfin, c'était Jules le commercial à l'époque, et Noémie, je ne sais pas si tu connais Noémie, mais qui s'occupait un peu de l'agence. Je crois que je les ai rencontrés physiquement au bout de 2 ans, en fait, pour la première fois, après avoir démarré. Et quand je les ai rencontrés, on avait l'impression de se connaître déjà depuis des années. Donc, la relation était là, la confiance était là. Et ça peut passer aussi en visio et ça peut passer à distance. En fait, je pense que c'est tout à fait possible. La seule problématique, entre guillemets, c'est des gens… Enfin, je me mets à la place de personnes qui, pendant des années, 30 ans, 20 ans, n'ont fait que de la vente en direct, entre guillemets. Oui, ça peut être étrange, en tout cas. Mais bon, je pense qu'il faut s'adapter aussi avec son temps. Hein. Je veux dire, on est dans une ère digitale. Je pense que même en termes… tu vois, pour l'environnement, peut-être de moins se déplacer, c'est aussi pas mauvais pour la planète. Donc en soi, et en termes de gain de temps, même gain de fatigue, tu as complètement raison. Hein. Ceci dit, moi, quand j'étais commerciale, j'essayais de faire des voyages d'affaires une fois tous les trimestres. Et mine de rien, c'était très positif. Non, je pense que la vérité est entre les deux. En fait, il n'y a pas l'un ou l'autre. Je pense qu'il faut profiter des outils dont on dispose aujourd'hui. Quand il y a besoin d'être productif, s'en servir. Et puis après, évidemment, enfin, si je regarde si je pense à ceux qui nous écoutent, qui sont dans l'industrie, tu as souvent besoin quand même de te déplacer, d'aller sur place, ne serait-ce que prendre des mesures ou identifier un projet ou un chantier. Voilà, il y a besoin de rencontrer des équipes, d'avoir des moments. Donc, ça, je pense que l'un n'empêche pas l'autre et on va certainement retrouver des voyages d'affaires dans les mois qui viennent. En tout cas, j'espère. J'aimais bien aussi me déplacer de temps en temps pour aller voir mes clients, donc j'espère qu'on pourra encore le faire. Mais l'idée, c'est que ça ne soit pas systématique et qu'on puisse être en mesure aussi de le faire au moment opportun quand on est peut-être dans une phase de la vente qui est suffisamment avancée. Bien sûr. Puis c'est surtout qu'on a des outils aujourd'hui à notre disposition qui nous permettent finalement pas d'excuses, d'avoir des processus de vente qui soient hyper simples, même peut-être plus rapides que se déplacer. Donc c'est dommage finalement de ne pas en profiter non plus. Ok, donc Tiffaine, tu es passé de la vente et aujourd'hui, tu es la seule, je peux le dire, tu me dis si je dis des bêtises, la seule professeure de l'Académie HubSpot française, en tout cas francophone, c'est-à-dire que tu as pour mission de localiser les contenus, enfin d'aider à la localisation des contenus de la HubSpot Academy. Ma première question, c'est est-ce que tu peux nous expliquer, parce que je pense potentiellement que beaucoup de gens ne connaissent pas la HubSpot Academy ou l'Académie HubSpot. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est la philosophie, quel est l'objectif de cette académie? Est-ce que c'est réservé aux clients d'HubSpot? C'est quoi le principe de l'Académie HubSpot et c'est quoi que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire avec cette académie? C'est quoi votre but? En fait, la mission de l'académie, c'est d'éduquer et d'inspirer la manière dont les gens travaillent dans le monde entier. Et ça, sans limite. Donc, tout d'abord, c'est gratuit. Donc, toutes les personnes qui nous écoutent peuvent se connecter sur l'académie de HubSpot. Il suffit de se créer un compte et avoir accès à l'intégralité des certifications que l'on propose. Le but de l'académie, justement, il y a cette partie par rapport à sa globalité. En tout cas, on a envie d'être présent dans le monde entier ou du moins de délivrer du contenu qui soit accessible non seulement à un public qui soit anglophone, mais pas seulement. Donc HubSpot se focalise sur 5 langues, c'est l'anglais, l'espagnol, le portugais, le japonais, le français et l'allemand. Alors, juste une question avant que tu avances là-dessus. Comment sont décidées les 5 langues parce qu'on parle du japonais, le portugais. Bon, ce sont des langues qui sont… Le portugais qui est parlé aussi au Brésil, enfin, je crois dans une partie aussi de l'Afrique. L'anglais, bon, il n'y a pas photo. L'allemand, moi déjà, tu vois, je suis méchant, là, je suis un peu vache contre nos amis allemands. Mais comment vous décidez à un moment donné de localiser, de prioriser certaines langues par rapport à d'autres? C'est quoi un peu qui anime les collègues de l'académie sur ce sujet en fait? C'est une stratégie qui a été développée par HubSpot il y a déjà plusieurs années. Si tu regardes par exemple sur le site de HubSpot, il est disponible seulement dans ces langues-là. J'imagine qu'à terme, on tend à… C'est par rapport au dynamisme du marché, par rapport à ces langues-là, au nombre d'utilisateurs qui demandent, c'est ça? Enfin, il y a des enjeux, j'imagine, stratégiques pour positionner HubSpot sur ces pays-là. Tout à fait. Et par exemple, en termes de professeurs natifs, c'est comme ça qu'on nous appelle. Donc, moi, je suis responsable du contenu en français, et une personne responsable du contenu en espagnol et une personne responsable du contenu en allemand.
à terme, et on espère très bientôt recruter des professeurs pour la partie en japonais et en portugais. D'accord, ok. Donc, toi, tu es responsable du contenu en français. Tu es arrivé il n'y a pas très longtemps sur ce poste-là. En décembre de l'année dernière. Donc, ça va faire un an, 2019, décembre Oui, 2019. Ouais. ah non, j'ai Ça va faire. passé mes 6 mois. Ouais, donc tu es toute fraîche en fait dans ce poste-là. Oui. Alors, c'est quoi ta mission? Donc, tu disais que la mission de l'académie, c'est d'éduquer, d'inspirer. Moi, je confirme, hein, toutes ces certifications sont gratuites. Je trouve que ça serait dommage de s'en priver. J'ai même personnellement, je crois que j'avais passé des certifications avant même d'être client ou d'être partenaire HubSpot, parce que bon, HubSpot, c'est quand même la boîte qui a un petit peu conceptualisé cette histoire d'inbound marketing. Donc, on va chercher ça à la source. Et puis, il faut le dire, la qualité des cours, là, je fais un peu de pub, mais c'est gratuit. Donc, ça ne coûte rien d'aller voir par soi-même. La qualité quand même des certifications, des formations qui sont remises à jour régulièrement, elle est quand même assez exceptionnelle, quoi. Et donc, là, tu attaques en français. Vas-y, parle-nous un peu de ça, quoi. C'est quoi ta mission à toi? Alors, ma mission, c'est d'offrir du contenu à notre public francophone. Donc, cette année, typiquement, sur mes premières missions, c'est de prendre le contenu qui est déjà existant en anglais et de le traduire et de le mettre à disposition de notre public francophone. Donc, il y a déjà une certification qui est en ligne, qui est celle qui concerne le Sales Software de HubSpot, que je vous recommande d'aller voir. Donc, ça veut dire qu'il faut, on peut passer cet certif et par exemple la faire avec une version gratuite d'HubSpot du Sales Starter ou on Ouais. peut démarrer sans être obligé d'avoir un compte HubSpot trop important. Tout à fait. Et en fait, c'est aussi le but de l'académie, encore une fois. Il y a des certifications qui vont traiter, par exemple, de méthodologie. Il y a une certification qui est disponible en français également, qui concerne l'inbound marketing, ou il y en a aussi une autre sur l'inbound. Et donc, on n'est pas en train de développer, de vous expliquer comment utiliser Utiliser les HubSpot, logiciels. ouais. C'est vraiment d'apprendre des méthodologies, des philosophies. Le but aussi derrière ça, c'est vraiment de permettre à toute personne de développer ses connaissances, même son CV, que ce soit des étudiants qui ont envie d'avoir une certification HubSpot ou des personnes d'un certain âge qui ont envie justement d'en savoir plus sur le marketing digital et l'inbound marketing. Ouais, je pense que c'est quelque chose encore qui est suffisant. Enfin, moi, je me mets à la place de tous ces jeunes qui sont encore en master, en école de marketing, de com ou de commerce. Très honnêtement, passer une certification HubSpot, mettre ça sur son CV, moi, en tant qu'employeur ou de futur employeur, je trouve que c'est déjà un gage d'une personne qui a fait l'effort d'aller se former, qui a cherché à comprendre. Et c'est encore, de mon point de vue, un élément qui est très différenciant. Quand tout le monde aura passé toutes les certifs, ce sera peut-être moins, mais aujourd'hui, ça montre quand même à quelqu'un qui se distingue peut-être par rapport à ce qu'il a pu apprendre uniquement à l'école. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école et qu'il ne faut pas apprendre à l'école. C'est deux choses complémentaires, en fait. Mais ça permet aussi de montrer de sa capacité à aller apprendre, d'être toujours always be learning, quoi, plutôt que… Tout à fait. OK. Tout à fait. Et d'ailleurs, HubSpot a un programme qui est spécifique pour les universités qui sont agrégées, pour justement en fait mettre à disposition des professeurs et leurs classes des accès HubSpot pour pouvoir justement apprendre à utiliser HubSpot. Le but étant en fait de former les marketeurs de demain ou les D'accord. commerciaux de demain. Aujourd'hui, donc toi, tu as un rôle qui te permet aussi de voir, il y a énormément de monde qui passe des certifications. En quelques années, l'Académie elle a pris une ampleur qui est assez impressionnante. C'est quoi les certifications? Tu as quelques chiffres à partager, les certifications les plus passées, le nombre de personnes certifiées par HubSpot, ou en tout cas qui suivent vos cours. Moi, je serais intéressé de savoir un petit peu, notamment en France, je ne sais pas si tu as des datas là-dessus, en tout cas des datas partageables, mais voilà, comment se comporte aujourd'hui le public français, où on en est, où sont les marketeurs et les commerciaux en France par rapport à ça. Est-ce que tu as senti de la traction là-dessus? Alors, c'est une très bonne question où j'ai préparé des chiffres partagés avec les J'avais personnes. peur que je t'interroge, hein. Tu avais Alors, préparé les chiffres. je vais commencer par un chiffre qui est, en tout cas, moi, que je trouve très positif. C'est à partir du moment où, en fait, on a créé cette certification du Sales Software en français. Donc, elle est disponible depuis début mars. Et il y a exactement 1182 personnes qui ont passé ou qui sont en train de passer la certification. Donc Donc, ça, depuis début mars, donc ça fait plus de 500 personnes par mois, quoi, à peu près, qui passent la certification, alors qu'elle vient d'être lancée, quoi.
Exactement, exactement. Donc, je trouve ça très positif. Si on fait une comparaison avec l'année dernière, par exemple, sur le mois d'avril de l'année dernière, comparé au mois d'avril de cette année, le nombre de leçons qui a été complété, il a augmenté de 37%. Bon, il y a aussi qu'on soit… L'effet Covid, on était tous à la maison, on avait un peu plus de temps ou un peu plus Tout comment à dire, fait. de cerveau libre pour se concentrer là-dessus. Et ce qui est d'ailleurs, je trouve ça génial, si on peut tirer un peu de positif de cette situation qui n'était pas du tout positive, c'est de se dire que les gens en ont profité pour se former. Et je trouve ça excellent de pouvoir avoir du contenu qui soit accessible gratuitement à toutes les personnes qui ont envie d'en apprendre davantage sur des thématiques comme l'inbound marketing ou HubSpot en général. Si tu veux aussi d'autres chiffres que j'ai trouvé intéressants, l'année dernière, on avait environ 2500 nouveaux utilisateurs par mois en France. Et depuis mars, on est à plus de 4000 nouveaux utilisateurs par mois. D'accord. Donc là, sur les 2 derniers mois, vous avez pris plus 4000, quand tu dis nouveaux utilisateurs, de nouvelles personnes qui s'inscrivent à l'académie. Hein. On Exactement. parle pas d'utilisateurs du logiciel, vraiment de l'inscription à l'académie. Donc, ça veut dire que là, dans les prochains mois, il va y avoir une vague de certifiés. C'est tous des gens qui sont en pleine certification. Donc, Voilà, c'est énorme, en fait. c'est assez Énorme. énorme, puis pas de pression pour moi, mais c'est vrai que moi, ça me donne encore plus envie de délivrer plus de contenu et encore plus rapidement pour pouvoir… ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire qu'il y a un vrai public qui est demandeur de ce contenu. Donc c'est rassurant d'un côté, j'ai pas été embauchée pour rien. Et j'ai envie justement de pouvoir en délivrer davantage pour pouvoir répondre aux attentes du public francophone. Parce Est-ce que que, est-ce que- Pardon, excuse-moi, je te coupe. Est-ce que vous avez les profils des gens qui s'inscrivent? C'est quoi? C'est des personnes en poste? C'est plutôt des marketeurs, des sales? Je ne sais pas si vous avez des études là-dessus. J'imagine que oui. Ça m'étonnerait qu'HubSpot n'ait pas de data là-dessus. C'est une très bonne question. En effet, en fait, à la fin de chaque certification, on a un petit questionnaire pour justement comprendre qui sont les personnes qui passent les certifications. On a un public qui est très disparate, hein, donc ça va de l'étudiant à l'employé, à l'employeur, à l'auto-entrepreneur. Des personnes dont on a demandé, en fait, on leur a demandé de passer ces certifications. Hmm. Typiquement, un employeur qui demande à ses employés de Ouais, moi, passer. c'est ce que je fais. Ils sont obligés. Moi, il n'y a personne qui vient au premier entretien s'il n'a pas au moins les 2 certifications de base d'HubSpot. Bah, ça permet déjà de mettre les gens à niveau, quoi. Tu vas te dire, bon, voilà, donc c'est précisé. Tu as un premier coup de fil, OK, on t'invite à un entretien. On a un premier call, mais entre les deux, on laisse le temps aux personnes de passer des certifications simples, hein, la certification inbound marketing, par exemple, et inbound C'est sales. surtout, on parle de certification et pour les personnes qui nous écoutent et donc qui n'en ont peut-être jamais vu, en fait, c'est des modules de vidéos qui durent, ça dépend de la certification, mais ça peut durer de 2 heures à peut-être 7 heures de contenu. Donc, évidemment, vous prenez le temps que vous souhaitez pour la passer. Et en fait, chaque module est divisé en plusieurs vidéos. À la fin de chaque module, il y a un petit Un quiz. petit test, ouais, un petit quiz. Voilà. Pour vérifier que, encore une fois, que les Ouais, il n'y a pas un enjeu, non, on passe pas le bac, hein, pour rassurer les gens. C'est vrai que le mot certification fait peur, mais en gros, c'est une façon aussi de s'assurer de la certification finale. Elle vous donne aussi elle vous permet de faire reconnaître que vous avez suivi, vous avez investi ce temps dans la formation tout à et fait. que vous avez un certain niveau, parce que c'est vrai, quand on regarde les vidéos, ça peut être long. Parfois, il y a certaines certifs qui peuvent paraître longues, mais c'est tellement riche, tellement dense aussi en informations et souvent des choses aussi applicables que ce n'est pas un investissement perdu. D'ailleurs, Donc, moi, si je pouvais conseiller, la meilleure manière, à mon sens, de suivre une certification, c'est vraiment de diviser sur plusieurs jours. Pourquoi pas ouais, faire… bah ouais, la plupart d'entre elles, de toute façon, passer en une journée, c'est que tu fais overdose Voilà, de- à mon avis, ça rentre surtout dans si elles sont encore en anglais, tu fais overdose de l'accent américain. Là. Moi, j'en connais quelques-uns qui n'ont pas survécu à ça, quoi, qui d'où n'ont pas l'intérêt de résisté. traduire en français maintenant, mais bon, bon, ce sera toujours un problème de Ouais, ben, overdose ça va venir d'informations. progressivement. Donc, des publics très hétérogènes, beaucoup de monde, plus de 4000 personnes inscrites depuis mars. Depuis le début de l'existence de l'académie, globalement dans le monde, tu as une idée du chiffre? Ça représente combien de personnes qui ont suivi vos cours? Ça doit être énorme, non? Tu C'est n'as pas, énorme, mais j'ai pas le t'as pas le chiffre. chiffre, ouais. Ouais, je suis désolée, Ok. j'ai pas le chiffre. Mais oui, ça doit être énorme parce que, pour la petite anecdote, moi, en 2016, avant de rejoindre le groupe américain dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait, j'avais essayé de faire un stage chez HubSpot D'accord. et j'avais passé la certification inbound à l'époque en 2016. Ok. Donc, Tu avais déjà tenté, quoi. ouais. Ok. Donc,
Aujourd'hui, on va commencer à avoir de plus en plus de certifications, notamment en français. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que vous aviez fait une tentative à un moment donné de doublage des voix. C'était très honnêtement, c'était pas une réussite, mais ça avait le mérite d'exister. Donc on va pas cracher dans la soupe. Hein, ça fonctionnait. Mais là, je pense que le fait d'avoir un francophone, c'est important parce qu'il y a aussi une question de culture, de façon de dire les choses. Et peut-être des certifs, surtout quand on regarde des vidéos qui sont un peu plus naturelles en fait. Je pense que c'est quelque chose qui me paraît important dans l'approche en tout cas du marché français, mais j'imagine que c'est pareil pour les Allemands, les Japonais, les Italiens, les Portugais. On aime bien avoir, il y a des manières de parler, il y a des comportements qu'on retrouve que dans nos langues maternelles. Et même les exemples qu'on donne, parce qu'au final, moi, enfin, ce que je trouve intéressant chez HubSpot, c'est que finalement, la cible, en tout cas, sur les dernières années, la cible principale d'HubSpot, c'était quand même les PME, les ETI. Bon, là, on tend à se développer vers des entreprises qui sont un peu plus importantes en termes de nombre d'employés. Mais justement, donc, vu qu'on s'adresse quand même à un public de PME, je pense que c'est important d'avoir aussi un message qui soit adéquat. C'est-à-dire que donner des exemples de gros groupes américains qui ont eu tant de succès grâce à HubSpot, ça ne va pas parler aux dirigeants de la PME de Valence. Donc, c'est clair. Et puis, c'était un des reproches qu'on faisait à HubSpot. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup de prospects ou de clients qui me disaient ouais, mais c'est les Américains, ça ne marche pas chez nous, c'est la grosse boîte américaine. Aujourd'hui, HubSpot a des bureaux en France. Je crois que vous venez de fêter les 1 an. Hein. Toi, tu es à Berlin, mais le bureau de Paris a ouvert l'année dernière, je crois, ça va faire pile 1 an, avec une équipe qui grossit, qui grandit de plus en plus. Moi, j'ai vu HubSpot aussi évoluer. Hein. On est partenaire depuis 2015. Je crois que l'équipe française, c'était 2 personnes. Enfin, l'équipe francophone, c'était 2 personnes en 2015. Je crois qu'aujourd'hui, vous êtes dans les différents services des différentes catégories de la boîte. Vous êtes plusieurs centaines, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est devenu énorme. Le bureau de Paris est en train de se développer. Le marché de l'inbound en France est un marché qui est extrêmement porteur, qui a une croissance très, très importante. On le voit à la fois par les ventes d'HubSpot, mais aussi par les ventes peut-être des logiciels concurrents. Et nous, agences, on le voit aussi par rapport à l'attraction. Alors, je suis toujours mal à l'aise de dire ça parce qu'il y a des boîtes qui souffrent, mais c'est vrai que le Covid, pour des boîtes comme les nôtres, pour des business qui sont comme les nôtres, a même accéléré la cadence. C'est-à-dire que des gens qui hésitaient à passer le pas, aujourd'hui, ils y vont un peu plus facilement. Donc, ça grossit. HubSpot a vraiment une présence française importante. Ce n'est pas juste ouvrir un petit bureau à Paris et avoir un point de vente. Il y a une équipe France, il y a un marché dédié, il y a une attention particulière qui est portée, ça je crois le savoir, par rapport aussi au fait que la France est une belle place aussi pour la tech et les startups. J'aimerais bien que HubSpot regarde aussi du côté de l'industrie, mais je crois que ça va venir parce qu'on a besoin d'aide au niveau de l'industrie. Et c'est vrai que c'est bien les startups, c'est bien la tech, c'est bien tout cet univers-là. Mais je trouve que ça serait super aussi si on pouvait avoir des choses un peu spécifiques par vertical. Moi, je te le dis, je ne sais pas à qui il faut le dire, mais pendant que j'étais en face, si jamais tu as l'occasion d'en discuter en interne au niveau de l'académie, peut-être que des formations un peu spécifiques par vertical, ça pourrait être sur certains sujets intéressants. Voilà, je disais tout ça pour dire que la localisation de l'académie, elle va dans ce sens-là. C'est que HubSpot, l'inbound, ce type de méthodologie prend énormément de poids dans notre pays. Ça devient une façon normale de faire du business. Encore une fois, il y a 5 ans, personne ne connaissait HubSpot ou c'était encore très rare. Aujourd'hui, on peut l'installer gratuitement. La majeure partie des boîtes qui réfléchissent à un CRM sont confrontées à HubSpot. Et quand on veut apprendre quelque chose sur l'inbound, on est à un moment donné sous comment dire, le tir croisé de tous les contenus d'HubSpot, notamment en français. Et d'ailleurs, tu as souligné ce point tout à l'heure, mais bon, depuis évidemment la situation du Covid, mais je pense que se digitaliser aujourd'hui, c'est essentiel Urgent. très urgent pour beaucoup d'entreprises. Encore une fois, je pense que c'est notre problème de français, le changement, parfois c'est un petit peu compliqué. Les Allemands sont pas mal aussi. Hein. Ah. Hein, tu es basé à Berlin, tu sais. Moi, je ne vais pas faire de guerre. Je vais pas réveiller la guerre 14-18, mais non, mais je pense qu'on a tous nos spécificités. Mais c'est vrai que on a tendance aussi à voir les Américains toujours comme uniquement le grand méchant. Je pense qu'on peut aussi être un peu humble parfois et apprendre aussi un petit peu de pas mal de choses de leur part parce qu'ils savent faire du business. Et puis voilà, au niveau du marketing notamment, au niveau des techniques de vente, moi j'ai l'impression que ça vient de là-bas. Enfin, en tout cas, je n'ai pas encore vu beaucoup de choses qui soient purement 100% inspirées par l'Europe, par la vieille Europe, comme disait l'autre. Et c'est surtout que ça marche. Ouais, bien sûr, ça fonctionne. Ouais. Et ça fonctionne même en France. Quoi. Même si c'est des techniques américaines, c'est des techniques en fait qui fonctionnent. Et je crois qu'elles fonctionnent surtout aussi parce que
En fait, c'est le comportement de l'acheteur d'aujourd'hui, qu'on soit basé en France, à New York ou à Dublin ou à Berlin. On a finalement, en tout cas dans le bloc un peu occidental, on a tous la même manière d'acheter, on a tous les mêmes principes, on écoute tous la même musique, on utilise tous les mêmes outils. On est Et donc, tous en ça fait, ligne. voilà, on est finalement un peu tous dans la même culture avec nos spécificités. Donc, évidemment que les techniques de vente ou de marketing vont être très, très proches et vont fonctionner dans tous ces pays. Si je reviens un petit peu à mes boîtes industrielles, la difficulté de se former, en fait, quand tu es en poste, souvent quand tu es responsable marketing, je prends cet exemple-là parce que c'est le plus criant, dans une boîte industrielle, dans une PME et même parfois dans des grands comptes, tu n'as pas forcément beaucoup de ressources, donc tu n'as pas forcément beaucoup de temps. Avant le Covid, on te demandait de t'occuper à la fois des salons, d'organiser tous les déplacements, le stand, etc., plus de t'occuper accessoirement du digital. Euh, Parfois, c'est des personnes qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas forcément, qui ont besoin d'aide pour y voir clair et savoir sur quoi prioriser. Aujourd'hui, toi, si tu devais donner des conseils, pas forcément sur les certifications en français, mais tu as même toi-même fait ce pas des sales vers le marketing, donc tu as dû te former aussi au marketing. Dans tout le panel de certification HubSpot, si je devais démarrer, imaginons que je sois vraiment entre guillemets nul en digital et que j'ai l'impression d'être un peu largué parce que ça fait quelques années que je ne me suis pas mis à jour, par quoi je commence en fait? Tu me recommanderais quoi? Ça serait quoi le track, là, le parcours que tu recommanderais à une ou un responsable marketing industriel un peu largué par tout ça, quoi? Tu commences par l'Inbound Certification, qui est disponible en français. Je pense que c'est la base, vraiment. Puis pour comprendre aussi HubSpot et l'inbound marketing, le marketing digital, aujourd'hui en 2020. Et ensuite, tu as une certification sur l'inbound marketing, donc un peu plus spécifique. Ce C'est quoi serait la différence entre inbound et inbound marketing, en fait? Parce que pour beaucoup, c'est le même mot. Comment tu différencies les deux? Dans l'inbound, tu vas avoir l'inbound selling ou la D'accord. vente Donc, le inbound. inbound, c'est la philosophie globale de l'approche inbound. Donc, je crois que Dan Taylor, là, un de vos meilleurs, de vos meilleurs recrues historiques, a écrit un bouquin d'ailleurs qui s'appelle Inbound Organization. J'en profite pour recommander la lecture de ce bouquin. Il a écrit ça avec Todd Hockenberry. Et c'est un bouquin qui explique que l'inbound, ce n'est pas seulement une technique marketing, c'est aussi une sorte de philosophie et qu'on peut faire en sorte que son entreprise entière devienne inbound. En fait, c'est ça. Et d'ailleurs, en fait, c'est ça. C'est donc HubSpot a développé ce qu'on appelle le cycling band. Et au lieu d'avoir une vision du business en entonnoir avec ton vente marketing et à terme ton client, en fait, c'est plus un Tu cycle. replaces le client au centre et tu en fais un asset pour Et ton c'est ça, business. et c'est constamment en mouvement, c'est-à-dire que c'est pas seulement une fois que le marketing a développé du contenu, les commerciaux vont essayer de trouver des clients et une fois que le client il est Hmm. signé, entre guillemets, on l'oublie. C'est pas du tout la vision de HubSpot. Et en fait, cette certification dont je parle, elle présente justement ce concept-là. Comment ça D'accord. fonctionne, comment le mettre en place Donc, aussi dans c'est les principes généraux et ensuite, on peut passer la certification un peu plus spécifique sur les techniques d'inbound marketing où là, on va apprendre plein de choses sur… vas-y, je te laisse reprendre la balle. justement développer du contenu personnalisé, comprendre qui sont vos acheteurs, vos buyers persona, qu'est-ce qu'un buyer persona. Et encore une fois, alors oui, tous ces termes un peu américains, peut-être que ça fait peur au premier abord, mais concrètement, ça fonctionne et ça permet en fait d'aider des entreprises à se développer, de générer plus de revenus et finalement de passer moins de temps et moins d'efforts dans des activités qui peut-être ne fonctionnent plus ou Ouais, pas. et puis peut-être aussi, je trouve que c'est important de sortir de cette approche par tactique parce que le digital, c'est… En fait, je pense qu'il y a beaucoup alors, je ne sais pas comment je vais le dire sans vexer personne, mais il y a beaucoup de vent, en fait. Et on est, nous, agence aussi responsables de tout ça, en fait. C'est-à-dire que chacun va avoir sa spécificité, chacun va essayer de vendre sa sauce. Alors, tu as les agences SEO, tu as les agences SIA, tu as les agences SEM. Parfois, moi-même, j'ai du mal à m'y retrouver. Tu en as qui sont spécialisés sur le social selling, les autres qui vont te vendre de l'inbound marketing, d'autres qui vont parler de magnètes ou de. Enfin, voilà. Puis après, quand tu ne connais pas, bah, tu te dis, bah, OK, je dois faire quoi? Du SEO, de l'inbound et tout ça. Et je pense que le fait de passer ces certifications, ça remet aussi un peu les choses dans leur contexte. Ça nous donne un cadre et là-dedans, après, effectivement, il y a plein de tactiques, mais au moins, on a un cadre global pour pouvoir développer sa propre stratégie et pour piloter, parce que souvent, dans ces boîtes-là, tu vas avoir besoin de travailler avec des partenaires, des prestataires. Passer une certification, en tout cas suivre des formations comme celle-ci, c'est aussi éviter de se faire bananer par, entre guillemets, le premier vendeur de rêve venu. Et je trouve que c'est important que nous, on demande à nos propres clients aussi de passer des certifications. C'est-à-dire que quand vous signez avec Neil,
on vous oblige quasiment à passer ce certif parce qu'on veut vraiment être aligné aussi sur le niveau de compréhension de ce que vous avez acheté, des méthodologies qu'on va mettre en place. En fait, c'est tout à fait ce que tu viens de dire, c'est vraiment d'avoir un cadre parce qu'encore une fois, dans mon expérience précédente, par exemple, de commercial, je suis aussi tombée sur… on connaît tous ces profils par exemple, de dirigeants qui ont envie de… Ça, ils sont là, ils se sont réveillés un matin, maintenant j'ai envie d'être digitalisé, j'ai envie d'avoir une entreprise digitale. Et donc, en fait, ça va dans tous les sens. J'ai envie de faire ça, mais j'ai envie de faire ça. Et en fait, justement, je trouve que l'intérêt de l'Inbound et de prendre, par exemple, de passer cette certification, ne serait-ce qu'une seule, et ce serait celle-là, c'est vraiment de donner un cadre et dire, bon, on va commencer par là. Et puis de là, on va aller à tel endroit et puis on va développer ça, ça, ça. Et si vous voulez faire ci, on vous conseille de faire ça. Parce qu'en effet, moi, je pense que c'est vertigineux pour des personnes qui n'ont jamais travaillé dans le digital, qui ont toujours bien fonctionné d'une manière qui devait, encore une fois, bien fonctionner à une époque. Mais aujourd'hui, on est en 2020 et on est dans un environnement c'est vertigineux. Et puis quand tu as passé la quarantaine comme moi et que tu ne connais pas grand-chose, tu connais ton job d'industriel, par exemple, mais tu ne connais pas grand-chose de ces trucs-là. Puis tu vois des petites jeunes de 25 ans qui viennent de sortir tous ces termes anglo-saxons, tu as juste l'impression d'être un peu largué. Donc, c'est vrai que ça demande beaucoup de pédagogie. Et justement, à cette académie, je pense que c'est une opportunité aussi d'acheter en connaissance de cause, de savoir un petit peu ce qu'on doit faire, ce qu'on peut mettre en place et ce qui peut marcher pour sa boîte. L'inbound, ce n'est pas une recette miracle qui marche pour toutes les boîtes. En tout cas, les techniques d'inbound marketing, parfois, moi, je discutais avec… j'ai eu l'occasion d'intervenir dans une école de marketing récemment et ils parlaient de toutes les techniques. Bon, il y a quand même la base, en fait, pour vendre aujourd'hui. C'est bien de faire du marketing, mais il faut quand même… aller vendre, donc c'est peut-être prendre le téléphone aussi. Donc, ils oubliaient ça, en fait. Et il y avait un petit jeune qui expliquait qu'il avait monté sa start-up pour faire du textile et vendre une nouvelle marque de vêtements. Donc, maintenant, les boîtes s'appellent tous des start-up. Moi j'ai vendu des sapes dans ma jeunesse. Je n'appelais pas ça une start-up, mais j'ai vendu aussi des sapes pendant quelques temps. Mais en fait, le petit jeune donc, était là à discuter de toutes ces techniques de growth hacking, d'inbound, de landing page, de SEO. Et puis après, en fait, ça faisait 2 ans qu'il avait lancé son concept, mais il n'avait pas encore vendu, quoi. Et moi, à un moment donné, j'ai dit, mais en fait, tout simplement, prends ton stock et puis va faire du porte-à-porte, fais les marchés ou va essayer de voir les gens, ouvre un commerce, mais tu peux aussi vendre directement à l'ancienne, ça marche aussi, il ne faut pas s'en priver non plus. Non, bien sûr, et tu as complètement raison aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es ultra digitalisé que tout va fonctionner et que ton entreprise elle va être avoir beaucoup de succès. En fait, je pense que c'est un mélange de tout. Ce qui est important, c'est juste de ne pas passer à côté du potentiel que l'on peut développer et toutes les ressources qu'on a aujourd'hui. Alors, il y en a tellement, peut-être que c'est encore une fois vertigineux de s'y trouver en fait dans toutes ces ressources-là. Mais en soi, je pense que d'essayer de trouver un cadre, une structure et bien aussi de comprendre qu'est-ce qu'on veut faire, à qui est-ce qu'on veut vendre, où se trouve notre audience. Est-ce qu'elle est sur LinkedIn? Est-ce qu'elle est sur Facebook? Est-ce qu'elle est sur Instagram? Est-ce qu'elle veut que je lui parle de telle manière ou est-ce qu'elle veut plutôt voir tel type de contenu? Je pense que c'est des sujets qui sont importants de donc, mettre en place. Inbound marketing. Moi, je recommanderais aussi la formation, la certif Inbound Sales. Elle est facile. En plus, elle est courte. Celle-là, j'aime bien parce qu'elle était courte. Il n'y avait pas beaucoup de vidéos. Elle se passait rapidement, mais elle se passe en une demi-journée tranquillement en regardant les vidéos à son rythme. Je fais un petit peu d'autopromo, mais n'hésitez pas aussi à passer la Sales Software. Sales Software, Frictionless Sales, comment vendre sans friction. Je trouvais qu'elle était vraiment intéressante celle-là parce qu'elle donne aussi une autre perspective, notamment par rapport au management des équipes et à la façon de coacher les équipes. Donc, si vous êtes notamment directeur commercial dans l'industrie, vous avez pas mal d'éléments là-dessus pour vous aider à réorganiser. Enfin, réorganiser, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, à digitaliser aussi dans les méthodes, pas uniquement dans les outils, vos process commerciaux et aider vos commerciaux à franchir le pas. Ouais, c'est frictionless selling et j'en profite aussi pour faire un point qui est très important. Les personnes qui nous écoutent, si vous voulez accéder au contenu disponible sur l'Académie en français, il faut bien être vigilant et utiliser votre portail HubSpot en français. Donc, c'est facile à mettre en place. Il suffit d'aller sur votre profil. Dans les paramètres, sur sa photo, on clique et on met mes préférences dans les préférences en français. Voilà. Et ensuite, dans l'Académie, maintenant, on a mis un système de filtre et ça, c'est tout nouveau. Ça a 1 semaine. Donc, top. Et on peut filtrer par langue, du coup, maintenant? Exactement. Mais par contre, il faut bien déjà utiliser son profil en français pour avoir les ça.
Tiffaine, merci beaucoup. Ça fait une petite heure, trois quarts d'heure là qu'on discute. Il y a beaucoup de choses. On a parlé de sales, on a parlé de marketing, on a parlé du Covid aussi. Comment ne pas parler du Covid? On a parlé aussi bien sûr de l'académie. Qu'est-ce que tu retiens de notre conversation? Trois choses. Alors, si tu n'en as pas trois, c'est pas grave. Mais trois choses que tu retiens de notre conversation avant de nous quitter. L'importance de la digitalisation, être résilient et rester aussi ouvert d'esprit. Ok, super. Merci. Merci beaucoup, Tiffaine. Vous pouvez nous retrouver Industrial Nation sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Aujourd'hui, c'était notre 106e épisode. Donc, ça commence à faire quelques épisodes. On est disponible sur Apple Podcast. On est disponible sur Spotify. On est disponible sur Google. Bref, toutes les bonnes plateformes. Et vous retrouverez aussi cette vidéo sur vidéo.agencenil.com. Tiffaine, vraiment, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu un peu à nos questions. Et puis, je te souhaite une bonne fin de confinement. Vous êtes libéré en Allemagne? Vous êtes confiné? Oui. Ouais. Vous n'avez même pas été confiné? On n'a jamais été confiné à Berlin. Beaucoup de chance. En tout cas, profite bien du printemps. Merci, à bientôt. Merci pour tout.